Cette question des émotions, elle est centrale et fondamentale, je pense, pour vous, pour moi, pour tout le monde, au fond. Les émotions, parce que ce n'est pas ce qui donne de la couleur à nos vies. Toutes les couleurs de la vie, hein, des couleurs qui peuvent être très agréables parfois et très compliquées. Par exemple, ici, c'est ma petite fille qui a 3 ans. Et donc, ça évoque évidemment, pour moi et peut-être pour vous aussi, des émotions plutôt très positives, d'ouverture, de joie, de contentement, de gratitude, de partage, tout ce dont Rebecca nous a parlé. Et en même temps, si on regarde les statistiques de l'OMS, alors Simon disait qu'un tiers des étudiants, si je ne me trompe pas, souffraient de stress important, mais l'OMS nous dit qu'à l'horizon 2030, la toute première cause d'invalidité dans le monde entier, quand on groupe tous les pays sur la planète, ce seront ces questions d'émotions compliquées, anxiété, dépression et ainsi de suite. Et donc notre relation aux émotions va devenir extrêmement importante. Elle est déjà importante, mais ça ne va pas s'améliorer. Et on pense vraiment que ça aura un impact négatif très important sur la planète. Et donc c'est une question vraiment fondamentale. Alors, le bien-être, le bien-être pour chacun d'entre nous, c'est pas une question de luxe évidemment. Hein, quand on pense ici à la question de la psychologie positive, on peut l'appeler comme on veut, mais le bien-être c'est une question fondamentale qui nous concerne tous. Donc c'est même pas la peine de se poser la question si on est d'accord ou pas avec le bien-être. C'est pas tellement ça la question. C'est qu'est-ce qu'on va faire au fond dans un monde qui ne va pas si bien pour essayer de promouvoir quelque chose qui est central pour chacune d'entre nous. Et on voit que pour l'OMS, c'est même un des droits fondamentaux de l'être humain, bien sûr, quelle que soit son origine, sa race, et ainsi de suite. C'est ce droit au bien-être, un bien-être global qui comprend toutes les dimensions du bien-être, bien sûr. C'est intéressant de poser cette question-là et de voir dans l'échelle du temps. C'est bizarre, le bien-être est tellement important pour chacune d'entre nous, hein, depuis toujours. C'est une question fondamentale pour nous. Et pourtant, on voit que ça n'a pas l'air de s'améliorer. Et au niveau des émotions, si on met ça dans une perspective plutôt, dans une perspective plus longue depuis l'histoire de la vie, eh bien, on peut se rendre compte que la vie existe depuis très longtemps, 3,5 milliards d'années, que nos ancêtres sont là depuis assez longtemps aussi, 7 millions d'années, et que la civilisation, la culture, comme on l'entend, peut être les plus anciennes. Alors, comme toujours, hein, dans les données, les scientifiques ne sont jamais d'accord. Donc, c'est une proposition, je ne dis pas que je défends celle-là, mais on peut dire que la civilisation arapéenne est plus ou moins, on peut la dater de 7000 ans. Et donc, le monde tel que nous, on le connaît, même si on revient assez longtemps en arrière, c'est 0,01% de l'histoire de l'humanité. Si on regarde, on peut dire l'époque plus moderne des Lumières, dans l'histoire de la vie, c'est la dernière seconde de l'humanité. Et donc c'est important de se rendre compte de ça, c'est que nos ancêtres ont dû survivre pendant 7 millions d'années, et nous on se pose des questions peut-être un petit peu différentes depuis quelques centaines, voire quelques milliers d'années. Et donc c'est peut-être ce qui explique aussi notre relation compliquée avec notre vie émotionnelle. Alors, Charles Martin en a parlé, hein, de ses grandes dents, il en a parlé plusieurs fois. Et voilà, je vous ai montré une photo. Donc, ce qui est très chouette, c'est que et Charles Martin, et Simon, et Rebecca ont déjà parlé de tout quelque part. Donc je ne fais que résumer un tout petit peu ce qu'ils ont déjà dit. Et donc voilà le genre de bêtes qu'on fréquentait dans nos contrées. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, évidemment, de savoir comment réagir par rapport à ce genre d'animaux. Et c'est pas si simple de savoir ce qu'il faut faire. Je vais juste vous donner un exemple plus contemporain. Qu'est-ce qu'on fait ici lorsque cette bête arrive? Évidemment, ce qui est important, quand elle faisait plus ou moins 1,20 m ma hauteur, plus ou moins. Et donc, c'était important peut-être de fuir, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de combattre. Et donc, les émotions sont un système très perfectionné de détection des enjeux de l'environnement, des dangers, et qui nous permet de répondre. Donc, on a une émotion qui arrive très rapidement, qui va mobiliser tout le système, qui nous permet de répondre. Mais on peut penser que dans la survie, ce n'est pas si simple, parce que regardez ici 2 questions liées à la survie. Le sommeil. On sait que dormir est essentiel à la survie pour l'être humain, pour tout le monde, et que quelqu'un qui ne dormirait pas pendant une période trop prolongée, ça pourrait mettre sa vie en péril. Et donc il y a un système automatique qui, lorsqu'on est fatigué, nous amène à aller dormir. Et en même temps, il y a un autre système qui est le système de fuite par rapport à la bête qu'on a montrée juste avant, et qui nous dit, lorsqu'un animal ou quelqu'un de dangereux, hein, on se promène la nuit dans un quartier difficile, il faut fuir. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque les 2 systèmes rentrent en contradiction? Donc je suis fatigué, je dois aller dormir, et en même temps, je suis face à un danger et je dois fuir. Donc vous allez me dire que c'est une question de priorité. Oui, mais qui va décider de la priorité? Et des chercheurs pensent que les émotions sont un métasystème qui nous permet de coordonner toutes les priorités chez l'être humain pour répondre aux enjeux les plus cruciaux pour la survie de l'espèce. Et c'est peut-être pour ça qu'on est là, vous et moi, encore aujourd'hui. C'est que cela a très très bien fonctionné. Malgré toutes les difficultés qu'a rencontrées l'être humain dans l'histoire de la vie, ben nous sommes là.
Un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi neuroanatomiques, mais j'ai remarqué que dans une conférence, si on ne montre pas une photo du cerveau, on n'est pas un bon conférencier. Maintenant. Ah oui, c'est vrai. Pour avoir l'air sérieux, il faut montrer des photos du cerveau. Donc voilà, ce n'est pas une photo, mais c'est une image. Et il faut dire un truc intelligent sur les photos sur le cerveau et tout ça. Tout est dans le cerveau. Et donc, comme je l'ai mis, vous voyez, ce qui est entouré en vert, ce sont les zones qui sont plutôt reliées au déclenchement des tendances-réponses émotionnelles, ce qu'on appelle... je ne sais pas pourquoi on dit toujours l'amygdale, mais alors qu'il y en a deux. Hein, je sais pas, peut-être qu'un jour on pourra me dire pourquoi on dit l'amygdale. Il y a deux amygdales. Et je rassure aussi, vous le savez tous ici, mais j'ai toujours des personnes qui viennent inquiètes me voir à la fin d'une conférence en me disant « on m'a enlevé les amygdales ». Est-ce que c'est problématique? Oui. Et je les rassure toujours en disant que ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas grave. Et donc, ici, on a vraiment le scanner qui va scanner l'environnement continuellement et qui, face à un danger, en quelques millièmes de seconde, envoie de l'information au tronc cérébral et va provoquer tout ce dont j'ai parlé juste avant. Et donc, juste pour un petit exemple... Hein, c'est pour tester ma capacité à réguler mes émotions. Je ne veux toujours pas. Peut-être que je fais quelque chose qui n'est pas... Je dis des choses pas convenables, je ne sais pas. C'est possible. Ah voilà, il a bien voulu. Et donc, prenons un exemple tout simple. Vous vous promenez à nouveau le soir dans un quartier un peu compliqué, et tout à coup, vous entendez un bruit. Et vous avez peur. Et la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer, il y a plus que ça, mais c'est quelques exemples, elle va changer l'ensemble de tous ces systèmes ici, comme l'attention. Tout à coup, vous êtes beaucoup plus attentif à des sons que vous n'entendiez pas avant. Et donc, un crissement sur le gravier de pas, tout à coup, vous l'entendez de manière extrêmement distincte. Au niveau des buts et des motivations, ça va complètement changer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez faim, vous alliez vers quelque part pour aller manger, vous alliez rencontrer votre blonde. Je ne sais pas comment on dit là pour le masculin de blonde. Le chum, voilà, vous allez rencontrer le chum ou la blonde. Et donc, vous oubliez complètement le fait de manger, et vous oubliez le chum ou la blonde aussi. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout d'envie. Vous aviez une envie, je ne sais pas laquelle, peu importe, mais vous ne l'avez plus. C'est terminé. Au niveau de la sélection de l'information, tout à coup, vous commencez à réfléchir très différemment par rapport au bien-être de personnes qui sont avec vous, par rapport aux endroits dans lesquels vous pourriez vous protéger, et ainsi de suite. La mémoire, évidemment, ça change complètement la mémoire. Hein. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelque chose qui était comparable avant? Évidemment, vous allez plutôt retrouver en mémoire toutes des situations compliquées qui vont, en général, renforcer la peur, puisque ça va revenir aux situations de danger précédentes, qui vous donnent de l'information sur comment on peut peut-être y répondre. Au niveau de la communication non verbale, on verra la peur sur votre visage. Vous allez peut-être pousser un cri, ou ça dépend bien sûr du contexte. Au niveau des changements physiologiques, il y a du sang qui va venir peut-être à la périphérie, l'accélération du rythme cardiaque ou la baisse. Ça dépend du contexte, si vous allez vous immobiliser ou fuir. Les changements vont être différents. Et puis évidemment, la facilitation des comportements qui va être peut-être le fait de faciliter la fuite ou l'immobilité, et toujours évidemment en fonction du contexte. Et comme vous le voyez, tout le système est complètement chamboulé par l'apparition de l'émotion qui devrait nous permettre, pour finir à la fin, évidemment, de faciliter le comportement de survie. Alors, c'est un tout petit exemple ici. Quand on montre une araignée à quelqu'un qui est arachnophobe, voilà la taille de l'araignée que l'on montre. Et puis on cache l'araignée ou l'image de l'araignée, on demande à la personne de dessiner sur une feuille la taille de l'araignée. Et voilà ce que montre la personne. Et donc c'est vraiment intéressant qu'il y ait eu un changement de perception qui est déclenché par la peur. Et donc on peut voir des choses qui n'étaient pas là, ou voir les choses différemment de ce qu'elles étaient. Et ça pose la question de est-ce que la personne ment ou pas? Apparemment, elle ne ment pas, puisqu'elle a vraiment vu quelque chose qui est différent de ce que d'autres personnes peuvent voir, et qui est différent de ce que l'on peut objectivement mesurer par un outil de mesure étalonné, et ainsi de suite. Alors, il y a une grande différence entre la personne qui a vécu pendant 7 millions d'années et l'être humain d'aujourd'hui, c'est la même photo que Rebecca, qui est qu'aujourd'hui, les stresseurs ne sont plus un stresseur qui est très identifiable, donc on voit un animal ou un prédateur qui est devant nous, et on peut voir la disparition du prédateur si on a survécu. Et donc c'était assez simple quelque part. Une fois que le prédateur a disparu ou qu'on est en sécurité, si ça arrivait, l'ensemble du système pouvait retrouver son équilibre. Alors qu'aujourd'hui, le stress est souvent déclenché par des stresseurs multiples
que nous ne connaissons pas, qu'on ne peut pas identifier simplement. Et donc on est soumis aux mêmes effets qu'avant, mais sur une durée beaucoup plus prolongée. Donc il y a une hormone que tout le monde connaît très bien, qui est appelée l'hormone du stress, qui est le cortisol, qui nous permet de répondre très rapidement à l'agression, mais qui, sur une durée très longue, va détériorer l'ensemble du système, qui est responsable, entre autres, de problèmes d'ostéoporose chez les femmes, qui affectent le système digestif, le cœur, et ainsi de suite. Et donc, le cortisol, à très court terme, va changer le métabolisme des graisses et envoyer du sucre au cerveau, par exemple, ce qui est très utile pour répondre à l'agression, et à très long terme, va détériorer la santé. Et un des effets les plus marquants, qui est les plus terribles du stress ou des émotions vécues de manière prolongée, c'est la désactivation, en tout cas la mise en veilleuse du système immunitaire. Puisque le système immunitaire n'est pas la priorité au moment où nous sommes face à l'agression, mais imaginez, lorsqu'on doit fuir un prédateur, c'est extrêmement utile, évidemment. On n'a pas besoin du système immunitaire directement, mais lorsqu'on doit vivre et vivre bien dans un monde compliqué, la mise en veilleuse du système immunitaire est plutôt un facteur qui va favoriser les maladies. Et on sait aujourd'hui que toutes les maladies sont multifactorielles, évidemment. Il faut faire attention aux raccourcis dangereux de personnes qui disent tous les cancers ou les maladies sont dus à des conflits émotionnels pas gérés. Il n'y a pas de données qui montrent ça du tout aujourd'hui. Mais les données ont tendance à montrer que les émotions sont un des facteurs multiples qui entrent en interaction dans l'apparition de pathologies, même au niveau physique. Alors, les questions centrales qu'on va traiter tranquillement pendant les 3-4 minutes qui nous restent ensemble, c'est évidemment la question du bien-être, on vient de la voir. On va voir quelles sont les compétences émotionnelles, est-ce qu'on peut les améliorer, quels sont les mécanismes impliqués, et puis quelques discussions en conclusion. Et j'ai combien de minutes pour ça? Non, mais 8 minutes, donc ça va être, vous allez voir, c'est très tranquille. En 8 minutes, j'ai le temps de faire tout ça et beaucoup plus. Donc. Vous me direz 2 minutes avant que je puisse conclure mes 7 derniers points, puisque je ferai le premier en 7 minutes. Et donc, que sont les compétences émotionnelles? C'est tout simple. Alors oui, je dis c'est tout simple. Et en même temps, comme tout dans la science, les gens ne sont pas d'accord. Personne n'est d'accord sur un sujet. Personne n'est d'accord sur ce qu'est une émotion, pour commencer. Et donc, on pourrait passer notre matinée à dire c'est quoi une émotion, puisqu'il y a tellement de définitions différentes, et ça ne serait pas vraiment utile. Et au niveau des compétences émotionnelles, il y a de nombreux courants différents, mais je crois qu'il y a une forme de consensus pour dire que c'est notre capacité, ou on va dire plutôt des différences individuelles dans la capacité à identifier, comprendre, exprimer, réguler et utiliser les émotions, au niveau intrapersonnel bien sûr, mais aussi au niveau interpersonnel dans nos relations. Je me suis davantage intéressé au niveau intrapersonnel, parce qu'on ne peut pas tout faire évidemment, j'ai peu mes compétences, je n'ai pas un niveau de compétence et de temps qui me permettait de tout faire, et on peut penser, il y a des raisons théoriques de penser que pour développer des compétences interpersonnelles, il est peut-être intéressant d'avoir des compétences intrapersonnelles. Voilà. Il y a énormément de recherches qui montrent que les effets d'avoir un niveau de compétence élevé sont importants au niveau, bien sûr, de la santé mentale, mais c'est bizarre de dire ça parce qu'en réalité, les émotions sont directement liées à la santé mentale. Et donc, ça semble logique de dire que quelqu'un qui régule mal ses sentiments est en mauvaise santé psychologique, mais on pourrait dire qu'il y a des liens peut-être moins évidents sur l'identification, par exemple, des émotions. Est-ce qu'identifier ses sentiments est important pour être en bonne santé psychologique, en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé relationnelle? Il y a énormément d'études qui le montrent aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas là qu'il faut le démontrer, puisque ça a déjà été montré qu'il y a tout le temps des études qui le montrent. Alors, au début, c'était moins les compétences émotionnelles en direct, mais il y a un concept très connu qu'on appelle l'alexithymie, qui est cette incapacité à identifier et verbaliser nos sentiments. Et on se rend compte que les conséquences de cela sont aussi dramatiques que le fait de raccourcir notre vie. Donc une étude importante dans le nord de l'Europe a montré que les personnes qui étaient moins habiles à mettre des mots sur leurs sentiments, à identifier, mettre des mots sur leurs sentiments, vivaient moins longtemps que les autres. Et puis d'autres études ont montré qu'elles avaient de moins bonnes relations interpersonnelles, que c'était relié à des maladies psychosomatiques, et ainsi de suite, et j'en passe. Alors, la question du changement, c'est une question importante et qui est débattue, qui a été longtemps débattue, qui est toujours débattue évidemment aujourd'hui, alors qu'avec un point de vue qui dit que ces compétences, c'est comme du plâtre. Le plâtre, ça ne change pas vraiment beaucoup. Et puis un autre versant de la recherche qui tendrait à montrer qu'il y a une forme de plasticité chez l'être humain et qu'on peut réellement changer avec des conséquences mesurables dans le temps. Il y a un papier très chouette de Srivastava qui développait cette question par rapport à la personnalité. Est-ce que la personnalité, c'est justement son titre, est-ce que c'était du plâtre ou est-ce qu'il y a un changement qui peut durer dans le temps? Et lui montrait que même au niveau de la personnalité, contrairement à ce que disaient Costa et Macrae, il y avait des changements possibles
tout au long de la vie, puisque Costa Macri disait, je pense qu'après 30 ans, le changement n'était plus possible, que ce qui était dans ce qu'on appelle la personnalité restait fixe. Mais vous savez, dans ce qu'on appelle la personnalité, il y a une dimension tout à fait émotionnelle. Si on peut penser par exemple à ce qu'on appelle le neuroticisme, qui est cette, alors je vais caricaturer, cette propension à vivre de manière pas très stable, beaucoup d'émotions compliquées, alors que le contraire, ça serait une plus grande stabilité émotionnelle. Et pour eux, ça ne changeait pas. Et donc, si ça ne change pas, ça voudrait dire que notre manière d'entrer en relation avec notre vie affective est fixée une fois pour toutes à l'entrée de l'âge adulte et qu'on ne pourrait pas l'améliorer par la suite. Oui. Et donc, évidemment, vous avez compris que j'ai choisi la partie de plasticité. Ce n'est pas novateur, on va dire, d'un certain point de vue, puisqu'au niveau, justement, des études sur la pleine présence et ainsi de suite, on montre depuis un certain temps qu'il y a une forme de plasticité possible, et ce ne sont pas les seules études. On peut penser à l'étude la plus célèbre, peut-être, celle sur les chauffeurs de taxi londoniens, et qui montrait que l'écolage de 2 années pour devenir chauffeur de taxi, qui n'a rien à voir avec de la thérapie ou de l'entraînement, changeait la densité de l'hippocampe. Puisque le fait de devoir travailler la mémoire allait avoir un effet, mais structurel, donc les structures même du cerveau des chauffeurs de taxi avaient changé. Ce qui était complètement révolutionnaire à l'époque, puisqu'on pensait qu'après l'âge de 23 ans, il n'y avait pas de changement au niveau structurel. On imaginait des changements fonctionnels, évidemment, bien sûr, mais pas structurels. On sait aujourd'hui que les structures même du cerveau peuvent changer à n'importe quel âge, ce qui est une bonne nouvelle quand je regarde la couleur des cheveux de mon ami, par exemple, et ainsi de suite. À n'importe quel âge, ça peut encore changer. Et les miens aussi. L'autre jour, je venais à une conférence en France, et alors la dame qui m'invitait a amené ses enfants pour venir me voir et me dire bonjour. Et alors ces 2 enfants étaient assez jeunes, ils avaient 7 et 9 ans. Et puis le garçon m'a regardé, il m'a dit « Tu es beaucoup plus petit que ce que j'imaginais ». Et je lui ai dit « Mais comment tu peux dire ça? Tu as vu que ma photo de ma tête ». Mais bon, voilà. Et sa fille m'a regardé, elle m'a dit « Tu es beaucoup plus gris que sur la photo ». Et donc voilà, mais je me suis dit « C'est pas perdu parce que malgré mes cheveux grisonnants, tout le changement est encore possible ». Donc on a mis en place une intervention pour tester cette amélioration des compétences émotionnelles. Alors, ça peut paraître bizarre de se dire est-ce qu'on va encore le tester? J'avais fait une revue de littérature par la suite, et en fait, il y a très peu d'études, il y a beaucoup d'études qui montrent les effets des compétences, il y a très peu d'études d'intervention. Et une des raisons, c'est que les chercheurs sont plus des chercheurs fondamentaux qui s'intéressent à la mécanique et moins des chercheurs appliqués, comme nos amis ici, Rebecca et Simon, qui ont beaucoup de mérite d'ailleurs, parce que quand on fait 2 minutes, magnifique. Quand on fait de la recherche appliquée, on peut lancer des études, comme tu l'as montré, qui vont durer des années, et peut-être ne pas avoir des résultats qu'on pourrait publier dans des grandes revues. Et donc, en termes de carrière, tout simplement, ce n'est pas un très bon choix. En termes d'utilité sociale, mais c'est vrai, ce n'est pas un bon choix. En termes d'utilité sociale, oui. Moi, j'ai des copains, ils font des recherches en montrant des visages émotionnels à 90 à 90 étudiants, et ils font ça. Toute la récolte de données se fait en 1 jour, on fait les analyses, ça n'a pas marché, on recommence. Et c'est pas que c'est des moins bonnes études, mais en termes de rentabilité, ça fonctionne beaucoup mieux. Et la recherche aujourd'hui, c'est une recherche de rentabilité quand on veut faire carrière. Ce qu'il y a dans l'intervention, on n'aura pas le temps vraiment de le voir sur les 2 dernières minutes. Et donc, en 2 minutes, pour vous dire que les études qui ont été menées, il y a une première série d'études, ici c'est 2 études qui ont été faites sur des étudiants, mais adultes, à chercher à tester un ensemble de facteurs qui étaient tant de santé mentale, de plaintes somatiques, donc on s'intéressait à la santé physique aussi, et à la personnalité. Et je vous le dis, peu importe ce qu'il y a mis ici, ça ira plus vite de vous le dire, ce qui était vraiment intéressant dans la première étude, le plus important, le plus intéressant, c'est qu'on a observé à 6 mois un changement au niveau des mesures de personnalité. On ne le vérifiait pas juste après l'intervention, mais on le vérifie 6 mois après. Ça montre donc que les effets sont durables et qu'ils peuvent atteindre une couche, si vous voulez, qui est celle mesurée dans des outils de personnalité, qui est le Big Five. Et donc on voyait une baisse significative du neuroticisme, par exemple, chez les étudiants. Alors mes copains dans le domaine de la personnalité me disent « si ça a baissé, c'est que ce n'est pas la personnalité ». Mais bon, voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on la mesure aujourd'hui. Voilà, ici, ce qu'on va voir, c'est l'augmentation des compétences émotionnelles, la baisse des symptômes psychologiques, l'augmentation du bonheur, la baisse des plaintes somatiques. Et dans la deuxième étude, sur les étudiants, ce qui était vraiment intéressant, donc, la deuxième étude, c'est une étude qui a comparé un groupe en intervention de compétences émotionnelles avec un groupe qui a fait de l'improvisation et un groupe contrôle. Et on voit une amélioration significative plus importante dans le groupe compétences émotionnelles que dans le groupe improvisation, qui avait aussi des résultats, heureusement. Et ce qu'on a fait à la fin, c'est qu'on a mesuré l'employabilité comment. Les étudiants, on leur soumet au début et à la fin, on le fait 2 fois, des petites vignettes en leur demandant comment ils résoudraient des problèmes habituels de la vie. C'est-à-dire,
votre colocataire ne range jamais, ne nettoie jamais. Qu'est-ce que vous lui dites pour résoudre la situation? Et c'est filmé, et c'est montré ensuite à un panel de juges qui sont tous des professionnels des ressources humaines. Et on leur demande dans quelle mesure vous engageriez la personne qui résout ces problèmes comme cela. Et on voit qu'il y a une différence significative avant-après pour les personnes qui ont suivi la formation en compétences émotionnelles, ce qui est assez intéressant. Alors, la troisième étude, je vais aller directement en quelques secondes au résultat, qui a été faite sur des adultes et qui a été vérifiée une année après. Et voilà ce qu'on voit. On voit une augmentation des compétences émotionnelles mesurées par l'individu, mais aussi par son meilleur ami ou son conjoint, ce qui est intéressant, d'avoir une mesure hétéro-rapportée, c'est moins subjectif. On voit aussi une baisse du cortisol, mais qui a été, elle, mesurée uniquement à court terme et pas un an après.